Je vais maintenant passer la parole à Vincent Bonner. Vincent, vous êtes membre d'Égal, mais aussi intervenant généraliste sur la laïcité auprès de divers publics après avoir été enseignant. Vous intervenez en particulier à la demande d'acteurs publics auprès de leurs salariés et vacataires et abordez le principe de laïcité et son application dans des contextes spécifiques comme l'éducation nationale, les entreprises de droit privé, le sport. Vous pouvez nous dire en particulier ce que sont les formations aux valeurs de la République et laïcité dispensées par la puissance publique et la nature des demandes qui vous sont faites. Et je vous passe la parole. Merci. J'ai entendu la volonté de collaborer ensemble, en tout cas, sur l'universalisme et autres. Et je crois effectivement, laïcité, sport ou autres d'ailleurs, ce sont vraiment des logiques transpartisanes du Parti socialiste ou sans étiquette ou autre autour de la table, au moins pour commencer. Oui, pour peut-être quelques mots, j'ai l'habitude de parler plus longuement sur des formations longues. Un exemple sur une formation qui se passera la semaine prochaine à Rennes, sur sport et laïcité, puisque il va y avoir des délégués du préfet, des personnels de l'ANCT, des formateurs valeurs de la République et laïcité, pour traiter une situation d'un judoka mineur qui arrive quelque part dans un stage et qui veut faire le ramadan, puisque la période de ramadan a commencé. On met en gros 2 heures pour synthétiser les lieux, les statuts, le contexte, les règlements, qu'est-ce qui est imposé à qui, etc. Et puis au bout des 2 heures, une fois que tout le monde a bien les éléments, il faut 1 heure pour dire, bon mince, comment on va faire demain, parce que j'ai la trouille, je ne suis pas soutenu, il n'y a pas de courage au-dessus de moi, etc., etc. Et c'est cette phase-là qui est extrêmement difficile. Donc je vais essayer de faire court quand même. Donc le sport n'échappe pas aux préoccupations effectivement, et du terrain, parce qu'en première ligne sont les éducateurs sportifs, évidemment, qui doivent se coltiner le fait religieux à manager, je vais dire ça comme ça, souvent sans discernement, sans trop de formation, comme ils peuvent, et il y a des techniques après pour différer, pour réfléchir, etc. Comme les institutions et les directions qu'en ont bien conscience. Je le vois quand il y a à la fois des gens de terrain et des personnes du directoire ou de la gouvernance. C'est vraiment intéressant de voir les obligations des uns des autres. On a 500 jours pour préparer ce que vous dites, madame. Il y a la moitié de la planète qui regarde les Jeux Olympiques. Et le dernier baromètre de l'INGEP de mars indique qu'il y a 6 Français sur 10 qui vont être devant les écrans et regarder les Jeux Olympiques. Donc il y a un enjeu effectivement important. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine aussi, en Angleterre, il y a une autorisation qui a été acceptée pour les arbitres des matchs de foot, je vois des têtes qui acquiescent, pour interrompre les matchs de foot une fois le soleil couché, pour permettre aux musulmans de rompre le jeûne. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec la demande des hijabeuses. On parle de quoi ? On parle de religion avant de parler de sport. Et la question n'est pas là, et on revient sur ça en formation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on traite ? On traite la demande soit sous l'angle employeur, droit du travail, etc., etc., et les gens tombent dans le piège religieux. Je fais quoi ? Je fais mes petits arrangements, etc. Et ça, c'est un gros problème, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on n'a pas affaire à des juifs, des musulmans, des catholiques, des athées, des agnostiques, etc. On a affaire à des sportifs, à des employés, à des élèves, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il faut les traiter. Alors les enjeux sur le plan politique, puisqu'aujourd'hui je ne suis pas soumis à la neutralité, il y a le temps court pour les politiques à mon avis. C'est-à-dire que les demandes de terrain, c'est la clarté, qu'elle n'a pas toujours, je ne dis pas toujours, ça existe, il y a des gens qui savent prendre leurs responsabilités au niveau où ils sont. Et puis la demande de fermeté, puisque la fermeté, elle doit être pas dans les rapports humains, qui doivent être tolérants et autres, c'est Montaigne parlait de la peau et la chemise, mais la fermeté, elle doit être dans l'application des règlements. Je sais que la table ronde précédente l'a évoqué, avec les difficultés qu'on connaît entre les multiples injonctions contradictoires qu'on peut avoir les uns les autres. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Les gens sont soumis à des questions relevant de 3 types, l'alimentaire, vestimentaire, faits religieux, prières, etc., congés, etc., pour événements. Donc je passe sur le côté éducation nationale où on traite les choses différemment, surtout que les gens en ont marre de parler de laïcité, puisque on la convoque pour tout, et on se rend compte que quand en formation on demande laïcité c'est quoi au fait, etc., la définition du directeur de clinique au responsable RH de grande entreprise, l'éducateur sportif, personne ne met dans la bonne case les choses, on parle de tolérance, de respect, sans mots derrière, puisqu'on ne fait pas de phrase, c'est la tolérance des idées
Non, des personnes, pour ce qu'elles sont, bien sûr, mais des idées, il y a des idées intolérables. Vous l'avez tous dit tout à l'heure, je ne vais pas le rappeler. Donc on a une complexité pour des situations à traiter, parce que ça demande... il y a aussi une autre situation, la semaine prochaine, c'est par exemple une maman qui va passer l'agrément pour être accompagnatrice de sortie scolaire, et elle veut porter le burkini à la piscine. Alors on regarde ce qui se passe. Il se passe quoi? Eh bien, la même chose que quand on est candidat à un poste, on peut venir comme on veut. Bon, c'est très maladroit de venir avec des tenues, si on veut être fonctionnaire, avec des tenues avec des signes religieux, hein. Que ce soit le voile, la croix charismatique, la kippa, ou le t-shirt où il est inscrit ni Dieu ni maître. Même droit pour tout le monde. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à chaque fois, l'argumentaire dont on parlait, je crois que c'est vous, monsieur, qui avez parlé de l'argumentaire, est extrêmement important pour déculpabiliser les professionnels ou les amateurs, d'ailleurs, pour leur dire c'est pas contre vous qu'on fait ça, c'est pour tous les autres. Vous aimeriez, vous, qu'il y ait un papa avec une croix, qu'il y ait un agent d'accueil avec un t-shirt Dieu n'existe pas, etc. Vous aimeriez? Ben non, sûrement pas. Donc, en fait, il y a des arguments très intéressants à développer pour ça. Donc, effectivement, le principe de laïcité, je ne vais pas en rappeler la définition, on n'en a pas le temps, on sera un peu long. L'employeur, quand il emploie, il emploie des salariés qui sont soumis à un règlement intérieur que ne connaissent pas du tout les entreprises, dans laquelle on peut mettre ou pas la neutralité, confère loi El Khomri de 2016, hein, on peut le mettre ou pas. Voilà. Donc simplement, je vais rappeler 2-3 choses sur le sport. Le sport, on a 3 risques généralement. Le prosélytisme, on passe d'un cran au-dessus, on passe au communautarisme, et un cran au-dessus, c'est la radicalisation. Confère un rapport de 2019 là-dessus. 2020, l'ex-ministre des Sports annonçait 122 clubs dans un environnement séparatiste. Donc en gros, 10 000 sportifs qui évoluaient en France, 2020, dans un univers séparatiste. Et là, on a différencié en formation. Alors techniquement et légalement, on procède de la même façon quand on a en face de nous, puisqu'il est question d'islam pour la plupart des cas qui a augmenté, hein, la plupart des cas qui sont amenés, c'est l'islam, et on fait la différence entre islam et islam politique, bien sûr, mais techniquement et légalement, on agit de la même façon. En revanche, si un islam politique, humainement, on va être obligé d'agir autrement, parce qu'il y a de l'entrisme, il y a des choses plus subtiles à voir de ce type-là. Je profite, je parlais de l'ancienne ministre des Sports qui a dit une ânerie magistrale, hein. Venez comme vous êtes. Et non, on ne vient pas comme on est, dans les clubs de sport, ni à l'école, ni autres. On ne vient pas comme on est. Hein. Elle a confondu, effectivement. Et puis, en introduction, le sénateur avait, dans les propos de Catherine, qu'a relaté Catherine Laborde, avait relaté le fait que nul ne doit être écarté, Françoise, excusez-moi, présidente, nul ne doit être écarté pour ses convictions religieuses, bien sûr, mais le Conseil d'État rappelle que nul ne peut se prévaloir de ses convictions religieuses pour demander des aménagements entre collectivités et individus. Donc, voilà, sur ces quelques mots, et peut-être terminer sur des constats que j'ai vraiment identifiés et sur lesquels, pour moi, la logique est transpartisane, et c'est ça qui fera gagner. Et il ne faut pas faire des petits trucs entre partis, à gauche fait ça, à droite fait ça. Rassemblez-vous, s'il vous plaît, messieurs, dames. Alors, j'en profite, bien sûr. Comment dire? Il y a des éléments visibles, des éléments moins visibles. C'est plus le temps des controverses, c'est plus le temps des pas de vague. Passons à l'action. Ça, c'est le terrain qui demande ça. La rigueur de l'analyse, évidemment, elle est à privilégier par rapport au clash, par rapport à les mamans voilées. Ce n'est pas des mamans voilées. Bon, bref, il faudrait un peu plus longtemps pour expliquer aux gens qu'on soit bien costaud là-dessus. Il faut des sanctions, bien sûr, à chaque fois. Et la sanction n'est pas que punitive. La sanction n'est pas que punitive. Les pédagogues le savent bien, ça. La fermeté, j'en parlais tout à l'heure, pas dans les rapports humains. Quand j'ai été enseignant un moment en région parisienne, je sais qu'on avait détecté le fait que quand on prenait un gamin à faire une ânerie la main dans le sac, il niait l'acte, il minimisait l'acte et il négociait la sanction. On a un peu la même chose dans les cas d'entrisme. Généralement, ça insiste un max en en faisant des tonnes. Et ensuite, la deuxième chose, c'est dès qu'on dit non, c'est la victimisation, puis le rayonnement de tout ça. On le sait, allons-y, on connaît la méthode, on y va. Donc les phénomènes de repli sur soi, etc., je pense qu'il y a effectivement à les combattre. Ça, les associations égales et CLR ne vont pas lâcher avec les politiques. Et chez les personnels, donc effectivement la laïcité incomprise, etc., la solitude des personnels de terrain est très présente.
la sidération devant des situations, auquel cas, moi j'apporte des méthodes pour différer la sanction, pour réfléchir, etc. Il ne faut pas agir tout de suite, mais après, on n'est pas à la place de chacun avec ces éléments-là. L'autocensure. J'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelait Jean Cabu, que vous avez dû connaître comme dessinateur de presse il y a quelques années. 2010, il me disait encore « j'ai aucun procès, ça me fout la trouille ». Alors qu'avant, il en a eu plutôt par des militaires et des catholiques. Voilà. Et puis cette posture de neutralité, et je terminerai là-dessus parce que ça a été rappelé à plusieurs fois, je crois que c'est une solution parce qu'on ne traite pas laïcité, c'est complexe, surtout vis-à-vis de l'international et autres. La neutralité, mais elle est souvent confondue entre la neutralité philosophique, politique, religieuse et syndicale et la neutralité de posture. Un agent public, les clubs confèrent le contrat d'engagement républicain et autres, doit sanctionner, rappeler quand les valeurs de la République et la laïcité sont transgressées. Donc c'est bien la neutralité par rapport aux convictions philosophiques, politiques, syndicales et religieuses qui doit s'appliquer, pas la neutralité d'action ou l'impartialité. Voilà, et je terminerai là-dessus. Merci.